Donc Hollande démission, c'est un objectif qui peut avoir l'air un peu incroyable, mais pour autant qui est incroyablement désirable pour les Français. La plupart des Français aimeraient bien qu'il s'en aille. Et les gendarmes, quand ils sont au calme, ils me disent: vous dites tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc comment on fait pour y arriver? Bon, on a une stratégie, je vais vous la donner tout à l'heure. Cette stratégie, elle doit être crédible, ça doit être dans son code génétique d'être crédible, d'être atteignable. Parce que sans quoi les gens ne s'y investiront pas. Et néanmoins, il nous faut cette visibilité, cette crédibilité, le fait d'être les plus courageux et les plus efficaces pour que les gens nous rejoignent indépendamment de leur loyauté précédente. Comprenez bien qu'ils sont très attachés à un certain nombre de mouvements qui défendent un certain nombre d'objectifs. On ne leur demande pas d'abandonner ça. On leur demande malgré ça de venir soit en tant que militants, soit en tant que leaders qui viennent déjà avec leurs troupes, nous aider à faire cette révolution nationale, cette révolution citoyenne qui bouleverse les institutions et restaure la démocratie en France. Parce qu'il n'y a jamais eu une démocratie en France, c'est une grande question, mais en tout cas aujourd'hui on a un régime complètement anachronique qui profite aux partis et dans lesquels il y a des rituels électoraux qui au final tous ceux qui s'abstiennent, c'est parce qu'ils réalisent bien que leur voix ne sert pas à grand chose, que c'est une farce. Et donc on en est là. Et si je dois donner des nouvelles fraîches du mouvement, le 1er décembre il y a le délibéré, c'est-à-dire la décision du jugement pour savoir si, quand j'ai déployé ma banderole Hollande démission au Trocadéro, qu'on était 3 pour prendre une photo, ça mérite 4 mois de prison avec sursis et 4 000 € d'amende, pour simplifier. Le gouvernement ne peut que être perdant sur une affaire comme ça. Et là, ça va illustrer notre stratégie. Soit il nous condamne, et on peut démontrer, on a la preuve que le gouvernement n'est pas démocratique. Le procureur demande de la prison, même si c'est là avec sursis, pour un opposant politique. Il se sert d'un article de loi qui a été dénoncé comme contraire aux droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme demande à la France de changer cette loi de déclaration des manifestations. Donc si la France s'en sert, elle est contraire aux droits de l'homme. C'est pas une démocratie. Donc déjà, le gouvernement a perdu là-dessus. Il faut qu'on arrive à communiquer un peu plus. Si je suis condamné, c'est mort. Mais si je ne suis pas condamné, pour le gouvernement, c'est tout aussi mort, parce qu'on gagne en crédibilité. On l'a fait, on reste en impunité. Et on est toujours gagnant. Ça s'appelle la stratégie de défiance. Stratégie de défiance, on va voir quelqu'un qui commet quelque chose d'injuste, et on le challenge, on le met au défi. Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi si t'es un tyran. Il te frappe. Tu dis voilà, j'ai rien fait de mal, tu m'as frappé, t'es un tyran. Et puis s'il te frappe pas, il perd en autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est le prof dans sa classe, il dit taisez-vous, tout le monde se tait. Puis là il y a souvent le petit gamin un peu rebelle qui le petit gamin un peu rebelle qui remet en question l'autorité du professeur. L'objectif est fermé. Oui, justement, c'est ça qui m'inquiète. En général, ça filme pas quand il y a un objectif fermé. Oui, tout à fait. Mais là, enfin, quelque part, tant mieux que ça peut enregistrer. Alors, pour moi je le sais. C'est parce que je le sais que la plupart des gens le savent, mais je sais qu'aujourd'hui, en France, que ce soit au niveau de la censure, au niveau des stratégies de diversion, enfin, peu importe quelles stratégies ils utilisent, tout est fait pour nous faire taire, si quelque part si on est dissident, et tout est fait pour rester tel que c'est. Mais toi, alors peut-être pas forcément le mouvement, mais toi, qu'est-ce que tu as clairement en tête? À partir du moment, admettons que je sais pas moi, qu'on soit un nombre suffisant on va dire de résistants. Comment ça se passe? C'est une prise de l'Élysée? Alors, les gens confondent le détail de l'action le jour venu sur le principe de l'action. Le principe de l'action, je le répète, c'est la défiance, c'est notre arme. Quand on a assez d'armes, on prend le pouvoir, indépendamment de la manière dont on le prend. Je vous explique comment ça marche. On reprend la métaphore du pouvoir comme un trône. Okay. Sur ce trône, il y a 4 piliers. L'argent, donc qui passe par les impôts, la matraque, donc tout ce qui est répressif,
avec l'institution judiciaire, mais jusqu'aux bras armés que sont les CRS et la police, et puis la DCRI, tout ça. Les ressources humaines de l'État, donc la fonction publique. Et puis le quatrième pilier du pouvoir, c'est l'autorité. L'autorité, la légitimité. Sans légitimité, aucun peuple n'accepte vraiment de payer l'impôt. Sans légitimité, si les gens n'acceptent pas de payer l'impôt, il faut utiliser vachement de la matraque pour faut être vachement répressif pour que le peuple s'exécute. Si on est vachement répressif, il faut de la légitimité pour que les CRS et les gendarmes obéissent. Il faut qu'ils croient qu'ils défendent la République et que la République c'est la France. Tout ça c'est de la légitimité. S'ils n'y croient plus, ils vont se sentir comme des mercenaires. Et leur petite paye et leur fatigue ne va pas suffire. Il va y avoir une grosse usure. Vous vous rendez bien compte que s'il fallait payer des mercenaires plutôt que des gens qui se disent je sers la République, ça coûterait vachement plus cher à l'État. Donc tout repose, même s'il y a 4 piliers, le pilier qui est le plus intangible, qui est l'autorité et la légitimité, il est indispensable. Quand il n'existe plus, le trône s'effondre. Ok ? Donc le but est de saper la légitimité. S'il y a seulement 10% des Français, remarque 10% c'est beaucoup, mais s'il y a 1% des Français qui remettent en cause, comme toi et moi, la légitimité de la 5ème République, ça ne va pas. C'est pas comme ça qu'on fait la révolution. S'il y a 25, 30, 50% des Français qui se disent ok, on n'est plus dans une démocratie, on a gagné. Il suffit qu'ils se le disent. Ensuite, le détail de comment Hollande s'en va, je peux vous l'expliquer, mais ça va très vite. Et comment on déclenche ce changement d'état d'esprit? Moi excuse-moi de te couper, par rapport au net, j'ai vu un petit peu toutes les réactions que ça a suscité, et les gens partent du principe que ouais, mais Hollande se tire, ok, mais c'est pour mettre qui à la place? Tu vois, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'Hollande se casse, mais personne ne veut bouger pour la démission d'Hollande si, en contrepartie, par exemple, c'est le Front National qui prend la place. Tu vois, parce que moi je fais partie des gens qui pensent que ce soit le FN, l'UMP, le PS, le PCF, peu importe, c'est des escrocs. Des politiciens, pour moi, c'est des escrocs. Ce sont tous des escrocs qui profitent de la naïveté des gens et qui diffusent les informations pour se mettre en avant. Et du coup, c'est pas de ça qui fait un pays une démocratie. La démocratie représentative, c'est pas une vraie démocratie. Votre vote, si demain on s'abstient, il est blanc, il compte pas. Non, une vraie démocratie, c'est une personne, un vote, et c'est un pouvoir. Ça, c'est une démocratie. Je te rejoins, j'irai même plus loin. Une élection ne suffit pas à avoir une démocratie. Non. Ça dépend du système électoral. Une élection majoritaire est faite pour bâillonner 48% de la population. Alors ça aboutit à une élection majoritaire, ça aboutit à quelque chose qui est censé être stable, mais même l'idée de stabilité, je peux la remettre en question, parce que le fait de prendre un cap pendant 5 ans, de prendre le cap inverse pendant 5 ans, en quoi c'est de la stabilité? C'est juste une oscillation un peu plus lente. Et à la fin on n'avance pas. Le fait de donner un chèque en blanc à une personne qui est élue par la moitié des votants, pas de la population, la moitié des votants qui se résolvent à voter pour lui parce que finalement ils n'aiment pas le gars en face, et qui donne un chèque en blanc à une personne sans forcément adhérer à qui il est, et puis de toute façon il peut mentir vu que c'est un chèque en blanc, c'est pas non plus un système démocratique. Le système démocratique, c'est à partir du moment où il y a c'est à partir du moment où il y a un contrôle des électeurs, des élus par les électeurs, jusqu'à ce que on puisse effectivement dire que le gouvernement gouverne par et pour le peuple, pas contre le peuple et sans lui. Et ça, si je le fais passer, ce discours-là, si je dois l'expliquer, vous vous rendez compte que devant les doutes des uns et des autres, et à raison de 4 personnes par demi-journée, j'arriverai pas à 25% de la population. Donc aujourd'hui je suis pas là pour vous convaincre de ça, je pars du principe que vous êtes à moitié convaincu de ça et que c'est quasiment fait là. Je suis là pour vous entraîner vers l'action, pour qu'ensemble on puisse convaincre d'une autre manière, très émotionnelle, très psychologique, très rapidement 10, 20, 30% de la population. Et on a besoin de le faire pendant la fenêtre de tir de la présence de M. Hollande.
Et du coup, si toi par exemple t'es DRG, je m'en fiche que tu l'écoutes. Si il y a les RG qui sont là, on s'en fiche parce qu'on doit aller vite. Or, la surveillance et la répression a pour principal impact de ralentir les militants dans leur activisme. Donc sachant qu'on est espionné, observé, tout ça, on agit en conséquence, mais surtout on ne doit pas ralentir en cultivant trop le secret. On doit se comporter comme un mouvement d'influence sur la nation. On doit faire gaffe quand on agit illégalement ou se passer du bon côté de la loi. Parce qu'il y a plein de fois où on peut être du bon côté de la loi tout en défiant l'ordre établi, puisque le gouvernement, lui, bafoue les lois. Et là, c'est très pratique. Vous vous rendez compte, vous désobéissez au gouvernement tout en obéissant à la loi. Le risque juridique est minime. Il existe toujours parce que le système juridique est de mauvaise foi. Mais vous pouvez carrément, si vous êtes du bon côté de la loi, en appel ou en cassation ou au pire aux droits de l'homme, vous gagnerez. Donc, si on a une organisation, on va finir par avancer. Donc, juste avant de prendre ta question, je vais répéter les 3 mots-clés. Puisqu'on doit faire un travail psychologique sur la nation, notre capital en tant qu'organisation, c'est le courage citoyen. Notre arme, c'est la désobéissance, la défiance. Et notre principe, ça va être l'efficacité pour obtenir la crédibilité. Voilà, je t'écoute. Alors, quand tu parles de loi, je voudrais que tu précises un petit peu ta pensée à cet endroit-là. Parce qu'il y a les lois, il y a la Constitution, et il y a ce qui chapeaute la Constitution, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Selon toi, c'est toutes les lois, y compris les scélérates, ou c'est les lois qui sont en conformité avec la Constitution, et donc avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Auquel il faut obéir ou désobéir? Je te laisse préciser. Justement. Alors, la désobéissance, ça consiste pas à griller un feu rouge. Ça, c'est être rebelle en mode maternel. On apprend l'obéissance pour rester assis en classe sagement, tout ça. Maintenant, il faut la désapprendre. Il faut devenir des vrais hommes libres qui obéissent en suivant notre conscience, pas en suivant les lois. C'est-à-dire qu'on regarde les lois et on regarde est-ce qu'elles sont en conformité avec la loi naturelle, qui la plupart du temps est assez bien représentée par les droits de l'homme. Voilà. Donc effectivement, tu parles de lois scélérates, certaines lois peuvent mériter ce qualificatif. Mais déjà, sans aller jusque-là, on va réfléchir et on va établir des priorités. La priorité, c'est de faire respecter certaines lois justes au gouvernement. Et là, je vous parle de l'article que je cite sans arrêt, le 432-4, qui punit les privations de liberté arbitraire. L'activiste, il a besoin de pouvoir bouger et agir. Et le citoyen, lui, il a peur de bouger et agir. S'il voit un activiste qui peut bouger et agir et remettre les forces de l'ordre à leur place, en lui citant ce texte de loi qui punit de 7 ans de prison les privations de liberté arbitraire, et même s'il ne sera pas appliqué, ça nous donne à nous l'autorité. Pas besoin finalement de dire telle loi ou telle loi est injuste. Il sera le temps de réécrire les lois injustes, etc. Commençons par faire respecter les lois justes au gouvernement qui lui les bafoue. Voilà. On n'ira pas d'ailleurs les faire respecter du jour au lendemain. Mais comme vous voyez dans la fameuse vidéo où j'arrive à décoller, on fait reculer le bras armé quand on met en question sa légitimité. Tu es hors la loi. Renseigne-toi. Je suis dans la loi. Je défends la liberté. Je te ferai un procès. Ta carrière sera en jeu. Ta carrière et peut-être pénalement ta liberté. Parce que tu auras fait de la répression illégale. Alors, toi, dédouane-toi, monsieur le gendarme, appelle ton chef. Demande-lui si tu dois vraiment faire cette action illégale qui consiste à me priver de liberté. Voilà, on le fait reculer souvent, il va terminer par avoir un ordre, pas forcément l'ordre initial, mais suffisamment gênant pour l'action. Donc c'est sûr que si on peut agir avant que le gendarme arrive, c'est toujours mieux. Exemple sur ce décollage en présence de l'armée et de la gendarmerie. À la fin, juste quand je décolle, j'ai tellement fait reculer et demander au chef que le procureur avait eu une réquisition, dit-il, pour m'interdire de décoller. Il n'avait pas eu le temps de l'amener. Il n'a pas eu le temps de l'amener. Et moi je lui ai dit, là j'étais vraiment en porte-à-faux. Et la seule chose que je lui ai dit, montrez-la moi. De toute façon, j'avais déjà démarré l'avion et j'ai dû démarrer parce que là, je commençais à être face à une réquisition du procureur. Et là, il commençait à s'être couvert juridiquement parlant. Ok ?
dans l'esprit encore de la réquisition du procureur, pouvait être attaquable. Mais à court terme, en tant que citoyen, les textes que je suis censé m'appliquer, quitte à contre-attaquer juridiquement après. Nous, on n'a pas le temps de toujours... parfois, il va falloir bafouer la loi pour que l'action passe, ou sinon, on va perdre nos 2 années. D'accord ? Mais en attendant, on peut souvent gagner du temps comme ça, et surtout redistribuer du courage, puisque tu as vu, tu m'as dit, ton épouse, elle a vu cette vidéo, tu me dis, elle n'a pas beaucoup de courage, ça l'a motivée à sa manière. Et ce doit être le but de chacune de nos actions. Oui, mais parce que là, t'as un avion, t'as le... Alors ça, c'est le petit côté spectaculaire qui donne un énorme retentissement. C'est le petit côté spectaculaire, et puis quelque part, c'est le petit côté... incontrôlable, même si c'est contrôlé par on voit bien sur la vidéo que tu te fais suivre par les hélicos, machin, tout ça, mais ça, c'est de l'expérience. Une action, enfin, je vois pas 2 ou 3 actions qui peuvent être similaires. Mais à toutes les étapes de ta vie, tu passes par des situations où allez, je vais lâcher le mot, tu emmerdes les forces de l'ordre. Si je suis sans rien, je me recroqueville, je filme. Ou il faut être à 2. Je me recroqueville, quelqu'un filme. Le flic, il est très embêté. Devant quelqu'un qui se la joue bébé, recroquevillé comme ça, c'est pour limiter aussi les membres sur lesquels il peut faire des clés, tout ça. Donc c'est une position de sécurité. Il n'y a pas grande prise pour porter. Moi j'ai découvert ça dès mes premières actions au Jardin de Luxembourg. Ils s'étaient mis à 6 pour me porter. Alors qu'en termes de poids, à 2 ça aurait peut-être suffi, mais sauf que comme ils ont juste un bras, ils peuvent juste prendre le bras, quelqu'un me prend le bras mais il n'arrive pas à m'en serrer, et à la fin ils n'utilisent pas toute leur force, donc ils sont obligés de se mettre à 6 pour me porter. Vous vous rendez bien compte que s'il faut 6 gendarmes pour contrôler un résistant, on a déjà gagné. Parce qu'il suffit d'être 5000 et vous mettez tous les CRS de France et ils n'y arrivent pas. Et là, je te parle que d'une action que tout le monde peut faire. Ceci dit, elle demande un certain entraînement. Le courage de se dire je vais désobéir, c'est la première chose. Et ensuite, un entraînement à la désobéissance sur le terrain. Moi, je suis capable de, entre guillemets, latter un flic en lui citant les textes de loi, tout ça, en étant clair sur ma tête de mon objectif. C'est l'habitude. Ce que tu appelles latter au sens figuré du terme. Bah, je le fais reculer jusqu'à ce que c'est moi qui triomphe. Voilà. Et c'est encore. Mais toute action est psychologique. Quand tu le gros bras, tu vois, tu frappes quelqu'un un jour, c'est pour lui faire peur, pour être tranquille le lendemain. Si tu lui fais pas assez peur et que tu lui as donné un gros coup de poing, ben lui il appelle ses copains et il vient te frapper le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Je pose la question pour savoir, parce que c'est important quand on pose des questions, ça permet d'éclaircir en fait la vision qu'a la personne à qui on pose la question. On parle toujours d'actions non violentes et pacifiques. Hein. Alors, on parle d'actions non violentes et pacifiques, pas parce que je suis de philosophie zen, mais parce que j'ai envie de gagner, j'ai envie que nous, citoyens, on gagne, et de manière réaliste, la violence ne mène à rien à long terme. Il faut se rendre compte que tout putsch, toute dictature et toute action qui est arrivée pendant la violence se décrédibilise elle-même. Les gens qui vont ensuite résister à un courant qui serait violent, ils le font de bon droit et gagnent beaucoup en légitimité, en autorité. Nous, à chaque fois qu'on utiliserait de la violence, on perdrait en légitimité ou en autorité. Et donc, moi, je peux aller draguer des mouvements qui sont actuellement violents et leur dire, vous avez un objectif qui, si on cherche bien, est louable, parce que vous vous sentez à persécuter, parce que vous répondez à une forme d'injustice. Mais arrêtez votre méthode inefficace. Pas parce que je suis un moine bouddhiste, pas parce que je vous prêche en tant que catholique, pas parce que j'arriverai à vous convaincre, etc. Que souvent, quand on se sent du côté de la justice, on pense que la violence, on est dans son bon droit. Oui, peut-être vous êtes dans votre bon droit, peut-être. Mais peu importe, vous n'allez pas gagner comme ça. Et on veut gagner. C'est ça qui est viril, c'est de gagner. Donc, on doit utiliser notre force virile pour contrôler cette violence, pour agir avec force, mais efficacité. Moi, je suis pas contre un jour ou l'autre cramer un petit pneu. Je suis plutôt contre casser une vitrine parce que le pauvre citoyen qui doit se rembourser sa vitrine, c'est mauvais médiatiquement parce qu'on a fait une victime qui n'est pas la victime et ce n'est pas l'autorité du gouvernement qui est attaquée quand un casseur casse une vitrine. C'est pour ça que le gouvernement envoie des casseurs à eux pour décrédibiliser les mouvements au sein des manifestations. C'est pour décrédibiliser. Je suis pas contre cramer un petit pneu. Pourquoi? Ça semble violent. Mais c'est pas une vraie violence. C'est pas un gendarme qui se fait taper.
Le gendarme, lui, c'est un citoyen. Le pneu, non. Le pneu qui crame, c'est un geste de défiance. Je sais que tu ne veux pas que ça crame, je le crame quand même. J'avoue n'avoir jamais rien cramé. Mais le jour venu, s'il faut un peu de théâtralité sur une manifestation, de manière encadrée, je ne suis pas contre. Les bonnets rouges, c'est un peu ça qu'ils ont fait. À ma connaissance, ils ont fait mal à aucun gendarme. Bon, il y a un peu, il y a une notion de tension parfois. Hein. Ils ont jeté des pots de fleurs à Quimper. Et des légumes aussi. Oui, des légumes, oui, c'est des armes très dangereuses. Symboliquement, c'était parfait ce jour-là. Ce qu'on l'envoie d'un côté, c'est des pots de fleurs. En fait, c'était la seule arme sous la main. Mais symboliquement, envoyer des fleurs à l'adversaire, même si concrètement c'est censé faire un peu mal, symboliquement, ils avaient gagné. En face, ils envoient des grenades, symboliquement, ils sont mauvais. Et quand ça se sait qu'ils envoient des grenades, quand est-ce que ça se sait? Sur une affaire type Rémi Fraisse. Là, ça devient scandaleux. Eh bien, on voit bien que le gouvernement perd en autorité, en légitimité. C'est quoi ce gouvernement qui tue des citoyens? Donc, on est dans... Des citoyens qui sont des opposants, alors peut-être pas forcément facile, mais des opposants qui sont pas... qui vont pas dans le sens. Mais là, non, je vais peut-être prendre un verre d'eau ou un Coca Light, mais on va couper ça. Sinon, je fais de la pub. Rémi Fraisse, c'est très important. Pour le décrédibiliser, le gouvernement parle du nombre de grammes d'alcool dans le sang qu'il avait. C'est quoi le rapport? Et si le gars à côté a lancé un cocktail Kalachnikov, un cocktail Molotov, encore une fois, c'est quoi cette justice? La justice, c'est le coupable qui trinque. Et on ne peut pas envoyer une grenade sur un citoyen sans savoir s'il était coupable. C'est pas de la justice. Et le maintien de l'ordre, c'était pas du maintien de l'ordre, c'est de faire passer en force un projet ce jour-là. Maintien de l'ordre, ce jour-là, il n'y avait rien à défendre du côté du gouvernement. Bref, sinon on revient à nos moutons. Comment on fait cette révolution nationale? Il faut qu'on arrive à avoir la population derrière nous, même si elle n'est pas là sur le terrain. Mais elle est endormie, la population. Elle est endormie, mais il faut qu'elle soit derrière nous. Donc il faut qu'on continue les actions de type médiatique, choc, qui démultiplient le peu d'activistes qu'on est et à nous donner une visibilité nationale. Néanmoins, je vais être modeste et à la fois enthousiaste. Là, on fait une réunion, on n'est pas très nombreux. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le petit nombre peut suffire. Prise de la Bastille, ils n'étaient pas 1 million. Ils n'étaient pas 200 000. Ils n'étaient pas 10 000. Ils étaient peut-être 500. Le petit nombre peut suffire. Et à 4 aujourd'hui, à 5, ça peut suffire si une personne d'entre vous fait la différence. Ça peut suffire si cette vidéo qu'on est en train de prendre va convaincre quelqu'un d'autre. On a des moyens modernes d'action aujourd'hui, de démultiplication de l'efficacité. Et le petit geste de courage que vous prenez, vous ne savez pas qui va encourager, qui va convaincre. Il y a des répercussions. Je ne vous parle pas de répercussions dans 5, 10, 15 ans, comme les mouvements qui parlent de révolution culturelle. Nous, on veut la révolution maintenant, on a 2 ans pour le faire. On ira se battre après. Mais pendant 2 ans, c'est vraiment facile, entre guillemets. Paf, malheureusement, c'est pas facile parce qu'on est un petit mouvement. Mais on est en train de grossir, vous vous rendez compte, en crédibilité, en ressources, on est en train de grossir à vitesse grand V. Mais on a 2 ans pendant lesquels on peut faire quelque chose. Pourquoi tu prends ce délai de 2 ans? Alors, en 2017, si on n'a pas encore fait écrouler le système, il y aura des élections. Et dès le départ en campagne de ces élections, donc ça va être début 2017, fin 2016, les gens seront focalisés sur leur poulain. Tout le monde, à défaut de, plutôt que de condamner le système, les gens vont se dire, oh moi le système je l'aime pas, mais si c'est quelqu'un que j'aime bien qui nous dirige, que j'aime bien en tout cas, si c'est quelqu'un de mon camp qui nous dirige, ça ira, ce sera suffisant. Et les gens reviendront au réflexe habituel partisan. Et c'est entièrement naturel, c'est entièrement humain, et c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile que de se dire on va vers l'inconnu, on va vers ce et après, dans lequel il y aura peut-être les mêmes hommes, mais les relations de pouvoir sont complètement différentes. Au lieu de chercher un poste suprême avec un chèque en blanc, ils seront dans un dialogue forcé avec des rapports de force qui seront ceux que la population leur aura donné comme confiance individuellement, en fonction de leurs idées. Les partis seront beaucoup moins efficaces,
Peut-être pas dans un tout premier temps parce qu'ils auront une inertie, une organisation qui leur permet de faire des choses. Mais dans une proportionnelle, les partis, et ça c'est dangereux pour tous les partis puissants, y compris ceux qui sont en train de monter, il peut y avoir des divisions s'il y a de la proportionnelle. Et cette division, elle est moins grave. Si elle est moins grave, elle est plus facile à faire. Et si elle est plus facile, de facto, il y aura des divisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis qui font 30, ils feront plus de 15 après une proportionnelle au bout de 10 ans. Et ils auront un autre parti frère qui aura des idées différentes qui fera 10%. Ceci dit, s'ils sont capables d'être intelligents, ils négocient, ils s'allient autour de la table après l'élection qui donne le vrai rapport de force des idées. Donc je vous parle d'un système vraiment plus démocratique, et le mieux c'est aussi, si on est capable d'instituer ce que Mélenchon réclame aussi, lui il l'appelle référendum révocatoire, moi je l'appelle référendum de destitution. Et à chaque fois je le cite parce que pour arriver vite à 10, 20, 30% de révolutionnaires, rien de tel que de s'unir, c'est vrai. Oui, mais le problème c'est que Mélenchon actuellement, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, lui était membre du Parti communiste français. Le jour où il a plu tous ses sponsors et tous ces pantins qui lui donnaient de l'argent, il a tout balancé. Le jour où il a quitté le Parti communiste, il a fait des vidéos, il a tout balancé. Sauf que il aurait été intègre, il aurait balancé il y a déjà bien longtemps. Donc ça prouve que ce mec-là, il fait ça, je vais pas dire à contre-courant, mais il fait ça pour être dans le bon wagon. Aujourd'hui, il lance un mouvement pour la 6ème République. Très bien, très bien. Mais de mon point de vue perso, il n'est pas intègre. Et ce mouvement pour la 6ème République, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de sa notoriété. On n'a pas besoin de ce mec-là qui représente ce mouvement. Non, le mouvement de la 6ème République, c'est un mouvement du peuple, justement. On veut un pouvoir par le peuple, pour le peuple. Et bien si on veut ce pouvoir-là, on n'a pas besoin d'avoir en tête d'affiche un ancien qui a baigné dans le système. Voilà. Alors tu raisonnes vrai et juste, mais tu raisonnes moralement. J'ai envie de raisonner de manière pragmatique. Quand tu dis on n'a pas besoin, ça veut dire idéalement on n'aimerait pas l'avoir. Idéalement on aimerait que ça marche sans lui. T'es d'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas idéalement, ça marchera sans lui. Alors ça marchera sans lui parce qu'il faut que les gens, prennent le recul nécessaire à se dire qu'est-ce qu'on veut. Si on veut réellement que ce soit le peuple qui a le pouvoir, et ben si c'est nous qui avons le pouvoir, on n'a pas besoin. On va s'entourer de gens qui sont experts, qui sont peut-être des politiciens de second rang, parce que tous les politiciens de premier rang, c'est tous des politiciens corrompus. Disons experts de l'intrigue. Et donc la corruption vient vite. C'est-à-dire que moi, humainement et philosophiquement, je ne peux pas dire le système est généralement mauvais, il encourage la corruption, la malhonnêteté, l'intrigue, donc ils sont tous mauvais. Je vais y réfléchir en disant ils sont statistiquement, la plupart, corrompus, malhonnêtes, etc. Mais individuellement, je ne peux pas juger. Et j'ai un petit slogan qu'on a lancé depuis le 14 juillet dernier, c'est « On a tous le droit de crier au land d'émission ». On a tous le droit de participer à cette révolution, indépendamment de notre passé. Il a été corrompu, machin, ça, peut-être. Sûr. Peut-être. Et alors, ok, si on le sait tous, il a quand même le droit de participer, d'apporter son petit grain à moudre pour qu'on fasse ensemble la révolution. Non, parce qu'il a des choses derrière lui. Je pense pas qu'on a le droit, quand c'est aussi important, de demander aux gens qui nous rejoignent d'être des saints. Et attends, ouais. Et dans un mouvement comme ça, où on est là en train de comploter, si on dit non aux écolos, si on dit non aux skinheads, si on dit non à Mélenchon, si on dit non aux cathos, parce que tout le monde a des défauts, tout le monde est coincé, sectaire, etc. Et si les plus ouverts se disent bon allez on se met ensemble, et que nous on dit non mais toi dans ton passé t'as fait ça, on va pas y arriver. Non mais c'est pas, je parle pas de son passé, je parle de ce qu'il représente. Quelque part on se lève contre on va parler franchement, on se lève contre tous ces réseaux, des réseaux internationaux, dont Hollande, les Fabius, les machins font partie, et des réseaux nationaux que le Front National et le Parti communiste font partie. Je veux dire, les réseaux maçonniques, c'est une réalité. C'est pas parce qu'on n'en parle pas à la télé que c'est pas une réalité. On le cache, mais ça existe. À partir du moment où on a conscience que ça existe, on peut pas faire style de fermer les yeux dessus. Mélenchon et la Le Pen, pourquoi ils sont aussi médiatiques en ce moment? Parce qu'il y a des forces derrière qui les appuient.
et ils sentent bien que le pouvoir en place, il est faible, et pourquoi pas le remplacer par quelque chose où on pourrait toujours être derrière. Tu vois, on a cette partie de la mâchoire et on aura cette partie de la mâchoire. Oui. Et alors, nous derrière on est comme ça. Non. Attends, moi, tu peux pas en vouloir à... C'est pas normal, mais je veux dire, c'est dans l'histoire des choses que quelqu'un qui a du pouvoir va chercher à le conserver, y compris lors d'un changement d'institution.